Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Isabelle. Ça me fait plaisir d'être là. J'imagine, puisque c'est ton émission quand même. Toujours un plaisir de faire le tour des nouvelles de la journée avec toi. Résumons tout ça tout de suite. On va commencer par l'actualité judiciaire parce qu'aujourd'hui, un jugement a été prononcé dans cette affaire qui a ému tout le Québec. Le décès de la petite Maria, cette jeune réfugiée ukrainienne de 7 ans qui avait été happée par un véhicule en se rendant à son école, en traversant la rue en décembre 2022. Et c'est Juan Manuel Becerra Garcia, 46 ans, qui était au volant lors de l'accident. Parce que oui, c'est un accident. C'est ce qui a été rapporté encore une fois au procès aujourd'hui. Sauf qu'il avait pris la fuite. Puis c'est vraiment là-dessus que le jugement a été prononcé aujourd'hui, trouvé coupable parce que, lui a plaidé lui-même coupable parce que c'est pas conduite dangereuse causant la mort dont on l'accuse, puis on croit sa version selon laquelle il l'a pas vu du tout, puis lui rappelle qu'à ce moment-là, puis c'est ce qu'on racontait du côté de la couronne, le soleil était aveuglant, lui a comme pas bien vu ce qui se passait, a entendu un bruit, senti comme s'il roulait sur une bosse, a regardé dans son rétroviseur et n'a rien vu et donc a continué son chemin. Puis même les analyses de son véhicule ont révélé qu'il n'y avait pas de marque du tout sur le véhicule, mais qu'il a comme gardé un doute, ce qu'il aurait dû faire bien évidemment. Si vous sentez que vous avez roulé sur quelque chose, vous vous arrêtez, vous allez vérifier. Et malheureusement, c'est pas ce que M. Garcia a fait. Donc il est rentré jusque chez lui, puis on rappelle, c'est lui-même qui s'était livré aux autorités par la suite parce que le doute subsistait dans son esprit. Ce qui fait en sorte, entre autres, que comme il plaide coupable, reconnaît les faits, il devrait... excusé aussi à la famille. C'est excusé à la famille, à la mère terrible, qui était là. Ça doit être terrible qu'une chose pareille arrive. Oui, parce que la mère de la petite Maria était présente en cours. Il y a une interprète qui continue à lui expliquer exactement ce qui se passait et M. Garcia s'est exprimé directement, s'est adressé directement à elle en expliquant que comme il est un père lui-même, il comprend à quel point... jamais il ne pourra réparer ce qui est arrivé, présente toutes ses excuses, dit qu'il comprend que ça ne pourra jamais rien changer. Donc, c'est une histoire vraiment tragique, dans le sens où on n'a pas un meurtrier, un homme qui a fait exprès dans cette situation-là, mais qui malheureusement a quand même causé la mort. Donc, on parle d'une sentence qui devrait être prononcée, bien évidemment, par la suite, mais une sentence de prison à domicile. C'est ce qui devrait frapper le monsieur Garcia avec une interdiction de conduite, une probation par la suite, mais devrait s'en tirer donc avec de la prison à domicile. Conclusion de cette histoire-là qui a aussi remis en question la manière dont on protège les enfants aux abords des écoles, puis surtout la manière dont on circule en véhicule aux abords des écoles à Montréal et ailleurs. Toutes sortes de témoignages, Isabelle, qui étaient ressortis par la suite sur à quel point il y a des coins où tu es près d'une école, la limite de 30 est imaginaire pour certains automobilistes. Là. Écoute, il y a du monde, il n'y a rien à faire avec eux. Oui, puis ça me rappelle cette vidéo virale qu'on voit aujourd'hui, d'ailleurs, d'un jeune enfant qui est frappé, 4 ans, par un cycliste cette fois-ci, là. Heureusement, on se comprend, la petite fille s'en sort, mais tout près d'un autobus qui déploie son panneau arrêt. Puis ça rappelle que, les cyclistes, vous êtes aussi affectés par l'arrêt, le stop d'un autobus jaune qui se déploie. C'est aussi valide pour les cyclistes. Donc, toutes sortes de réflexions qui ont émergé à la suite de cette tragique histoire. Et ça fait beaucoup réagir les gens sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parlait beaucoup de ça. Beaucoup de gens aussi qui rappellent... Bon, évidemment, c'est des automobilistes. Puis je pense que chacun a des positions très campées. Il y a des automobilistes qui sont vraiment très virulents à l'endroit des cyclistes. Et il y a, à leur tour, des cyclistes qui sont très virulents à l'endroit des automobilistes. Moi, sincèrement, j'ai l'impression que souvent... T'es un peu des deux. La faute est des deux. Si t'es dans un véhicule automobile, c'est toi qui est plus dangereux. Si tu frappes un cycliste, il va avoir mal. C'est lui qui va être blessé, pas toi. Il risque d'avoir plus de dommages que l'automobiliste. Puis idem pour un cycliste qui frappe un piéton. Oui. Et c'est pour ça que moi, j'en reviens toujours au partage de la route, puis à regarder où est-ce qu'on va. On s'en va tout quelque part, puis on oublie qu'il y a d'autres mondes. Puis on oublie que les gens ne savent pas tous conduire. Moi, ça me sidère, Alex, de voir à quel point les gens ne savent pas conduire. On se trouve bien bon, là, mais sincèrement, les gens, ils cherchent, ils sont en 2 lignes, mettent pas leur clignotant. Ça texte au volant aussi. Ça texte beaucoup au volant. Moi, je le vois, là, les gens, tu dis, ils savent pas que c'est illégal puis que ça peut leur coûter leur voiture. Quand t'es à un feu rouge, là, que là, ça vire vert, l'auto devant toi avance pas. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes,
Quand on est obligé de klaxonner, puis là, tu le sais, là, tu le vois dans ta tête, la personne qui est sur son sel, dans son dos, fait « Ah! » Puis là, qui soudainement avance, là, elle se pensait bien smart parce qu'elle était un feu rouge. Non, vraiment. Mais tu sais, dernièrement, j'avoue que cette semaine, j'ai un peu moi-même pesté contre quelques cyclistes qui pensaient que la route leur appartenait, puis qui sont très, très, très... Tu sais, le discours montréalais, là, pro-cycliste, moi, je suis d'accord, tu sais, je suis pour une ville qui est aussi avec un une peu mobilité, plus... Oui, exactement. On a des beaux exemples en Europe où ça marche bien, où il y a cette espèce de... Tu sais, on a intégré le transport collectif, puis le vélo en fait partie. Mais là, t'as des cyclistes en plein milieu de la rue alors que t'as la piste cyclable à côté. Quand tu automobilistes, c'est fâchant. Oh, t'as pas le monopole de la vertu parce que t'es un cycliste. T'as parlé de partage. La route, mais le partage, c'est la responsabilité de tout le monde. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a d'autres gens autour. Exact. Toi, tu fais du vélo l'été? Ah, moi, je ne jure que par Bixi. Hein. Je suis le fan numéro. Ah, moi, là, je veux même pas un vélo. Pour moi, Bixi, ça a changé ma vie à Montréal. Tu peux aller partout, tout le temps. Il y a des stations partout. T'es fatigué, t'as des côtes à monter. Bixi électrique, hey, c'est un jeu d'enfant. Tu te rends n'importe où. Ah, tu veux sortir. C'est facile de payer, contrairement à l'autobus ou au métro? Moi, j'ai une petite puce, comme ça, mon porte-clés, je rentre, ding, ding, ça sort mon vélo, puis that's it. Bon. Alors, c'est d'une facilité déconcertante. Moi, Bixi, là, c'est... C'est drôle, parce que je pensais m'acheter un vélo, là. Ah ouais, ça dépend à quel point tu as l'accessibilité. Ouais, ils sont pas toujours, c'est pas le meilleur vélo du monde. Là. Un Bixi, c'est un peu lourd, là, si tu veux pas faire ça. Point A, point B, quand même. Mais c'est point A, point B, mais après ça, tu veux partir point B, retourner à ton point A, tu peux encore reprendre un Bixi. Ouais. Moi, combien de fois, par exemple, je voulais me rendre sortir avec des amis un soir, tard, tu prends un coup. Je veux pas revenir ni en vélo, ni en voiture. Ouais. Fait que je me rends en vélo. Puis après ça, si je suis fatigué puis tout, je prends un taxi, je rentre chez moi, mais j'ai pas un vélo à sacrer en arrière du taxi. T'as raison. Je trouve que c'est d'une facilité déconcertante, puis j'ai pas peur de me le faire voler non plus, parce que ça aussi, ça arrive à Montréal. Ouais. Est-ce que les gens sont plus civils? Parce que pendant une certaine époque, les gens les remettaient pas forcément ou les laissent comme ça? Ou... Je pense que oui. Je pense que c'est un grand succès quand même montréalais. Oui, ça c'est clair. Ouais. Bon, mais tant mieux. Ben oui, félicitations, bravo. Bravo. Actualité. Je reste dans les affaires judiciaires parce que ça, c'est une histoire qui fait jaser, Isabelle. Puis peut-être qu'il y a des gens qui s'en souviennent plus, là, parce que c'est une vidéo qui est devenue virale en 2022. Puis là, au nombre de contenus viraux qu'on reçoit, on s'entend qu'on finit par oublier. Il y a bien des affaires virales. Mais celle-là, bien évidemment que je vais te la faire écouter dans quelques instants, Isabelle. Puis on va la décrire aussi. C'est un homme, un Québécois de 32 ans, qui vient de perdre son procès pour diffamation, parce que lui poursuivait quelqu'un qui a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo de lui assez disgracieuse, merci, dans laquelle on le voit dans un Normandin. Et dans le Normandin, septembre 2022, oui, le restaurant Normandin, le Québécois en question, M. Mathieu Simon, qui est un entrepreneur originaire de Gaspé, pogne les nerfs, on va le dire comme ça, pogne les nerfs après les employés du Normandin. Lui est rentré après la fermeture, mais le restaurant, la porte n'était pas encore barrée. Rentre, voit qu'il y a des employés qui sont comme en train de niaiser sur une banquette. Là, lui pense qu'ils sont en train d'avoir des ébats amoureux à l'intérieur. Puis là, comme pogne les nerfs après les employés mais pète une coche. On va pouvoir écouter un petit extrait, ça vaut la peine. Parce que vous êtes payé 15$ de l'heure, hein? On est fermé, notre boss nous fait. Non, on n'est pas fermé, tabarnak! Qu'est-ce? Vous êtes encore lourd, hein? Non. Qu'est-ce que vous en prendre, tu penses? Mais voyons. Je gagne 400 000$ par année. C'est ce que je voulais te faire entendre. Je gagne 400 000 $ par année. Ça, c'est Revenu Québec qui l'a appelé, finalement, non? Écoute, ça aurait pu... oui, monsieur, il fait 400, c'est pas ça qu'il a déclaré, me semble. Ça aurait été encore plus drôle, sincèrement. C'est pas ça? C'est pas ça qui est arrivé, non, parce que là, cette vidéo, puis elle dure là, quand même longtemps, puis monsieur semble pas savoir qu'il est filmé comme ça à son insu. Et là, continue, il dit, je gagne 400 000 $ par année, je peux acheter la salle à manger au grand complet. C'est pas une question d'argent. Faites 15$ de l'heure, vous autres, puis là, vraiment le genre. Il est en boxeur puis en gogoon, en le champion du monde, évidemment. Et là, qui sacre, d'ailleurs, après du monde. Moi, quand tu mets le mot hanté dans à peu près toutes tes phrases, tu viens de perdre toute crédibilité. Ouais, tu sacres, mais surtout après, tu sais, je veux dire, des employés. Le restaurant est fermé, ils te l'ont dit. Il veut acheter une pizza congelée, en plus du Normandin. J'ai jamais mangé de pizza congelée du Normandin, mais à moins que ce soit le Saint Graal, je m'excuse, il n'y a pas raison de pogner les nerfs comme ça, hein, pour avoir une simple pizza congelée. Va au dépanneur, mon ami, puis achète-toi-en une. Mais là... Quelle heure il était, on sait? Il était juste après 10h. Puis 10h, c'est l'heure de fermeture, donc du restaurant. Puis lui, il est comme, vous n'êtes pas fermé, en donnant quelques sacres. Et là,
comme il y a eu cette vidéo-là, elle a été filmée et diffusée par quelqu'un qui s'appelle Daniel Guénette sur Facebook. Ce serait pas la personne qui a filmé tout ça, mais qui a diffusé en mettant en garde contre cet entrepreneur-là, en disant, regardez, si vous faites affaire avec lui, ben, sachez que c'est ce genre de personne-là. Et là, ben, M. Simon poursuit en diffamation. Daniel Guénette réclame 98 000 $ à l'homme. Et finalement, mais la juge a balayé du revers de la main cette demande-là en disant que oui, il a souffert d'insultes puis de plein de gens qui lui ont donné de la chenoute après avoir vu cette vidéo-là. Mais, on le dit, ce n'est pas de la faute commise par Daniel Guénette de publier la vidéo si vous avez reçu autant d'affaires. Les impressions négatives résultent des propos émis par Mathieu Simon et ses propres gestes. Donc, en gros, c'est ta faute, mon ami. Ta poursuite en diffamation ne vaut pas grand-chose. Par contre, le journal a contacté M. Simon, qui lui reconnaît avoir été un gros colon dans cette histoire-là, dit qu'il est incapable de regarder la vidéo désormais, confie avoir consommé de l'alcool durant la soirée. Puis ça se voit dans le reste de la vidéo quand même. Moi, je me suis dit, le gars, il est pas à jeun. Là. Non, le gars n'est pas à jeun dans cette histoire-là. Il exclut pas, par contre, d'aller en appel dans cette cause-là, parce que lui dit qu'il y a un véritable préjudice qu'il a subi autour de tout ça. Bref, la saga de la pizza. Travailler pour être une meilleure personne. Ouais. Ben oui, puis malgré lui, ben il va peut-être devenir un nouveau mon père est riche en tabarnak, tu sais, hein, des beaux vidéos viraux québécois de gens bien colons là. Je fais 400 000 $, je peux vous acheter la salle à manger. C'est quoi Heineken? Tequila Heineken, pas le temps de niaiser, il y en a. Isabelle, ça, un jour, c'est trop puissant. Un jour, je te ferai mon top 20 des meilleures vidéos québécois. Demain. Je peux te faire ça, la dinde noire, les petits bonnes, j'en ai pour toujours. OK, ça, demain, tu nous fais ça? Si j'ai le temps, oui, on fait ça. D'accord. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Revenons en politique québécoise, la coalition Avenir Québec, finalement présentée. Tu dis ça avec un air découragé, Alex, juste pour te dire. Revenons à la politique là, j'aime ça, parler de pizza, puis de 400 000 $, puis de vidéos viraux. Ça me fait toujours plaisir. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, Jonathan Julien, ministre des Infrastructures, Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, qui présentait la stratégie d'accélération de construction d'infrastructures publiques. Hein? C'est le fameux Mobilité Infra Québec. Voilà le projet de loi numéro 61. Le projet de loi que je vais lire ce soir. Voilà, avec attention, j'imagine, qui crée justement le MIQ, Mobilité Infra Québec, un conseil constitué, on dit, entre 30 et 50 experts qui, eux, vont avoir comme premier mandat de réaliser les grands projets de transport collectif. Pourrait aussi inclure des projets routiers, mais ce qu'on veut, c'est se doter d'une stratégie nationale concertée pour être capable de construire des projets de transport, mais non seulement de les prévoir, de les construire, puis après ça, de s'arranger pour que ce soit construit pas trop cher puis pas trop lentement. Parce que ça, c'est deux problèmes qu'on voit à répétition, bien évidemment, dans nos constructions de projets d'infrastructure ici au Québec. Développement ou amélioration d'un système de transport intelligent, dit-on. Voilà, intelligent, c'est le mot. Et on a un objectif fixé par M. Julien, quand même, objectif audacieux. On veut construire 25 % plus vite et 15 % moins cher. C'est les statistiques qu'on s'est données de ce côté-là. On veut aussi accélérer la démarche gouvernementale pour autoriser des projets majeurs, donc pour aller plus vite, démarrer plus vite les chantiers également. Donc, on est beaucoup là-dedans au Québec en ce moment. Là, le gouvernement est beaucoup dans, OK, on a le ministère, mais nous, on va faire une agence. On va aller chercher des... Là, c'est comme... J'ai hâte de voir qui va gérer ça. Mais moi aussi. Ça va-tu prendre un Top Gun ou 2 Top Gun? Ou 50 Top Gun dans cette histoire-là? Combien de Top Gun ça va prendre pour ça? Puis ils vont être payés combien? Écoute... Je sais pas. C'est une autre discussion à avoir. On a hâte de voir. Je te laisse à ta lecture ce soir. Écoute, c'est quand même 35 pages et puis donc ça vient de sortir. Donc il faut regarder ça à tête reposée, mais c'est intéressant. Et on reparle demain à Martin Danfos, président de l'UMQ, sur cette question-là, parce que demain, comme tu le sais, il y a cette grande rencontre, sur justement le transport collectif au Québec, là, dont on fait une priorité nationale. Mais il est à peu près temps. Oui, il est à peu près temps, puis surtout dans les conditions actuelles dans lesquelles on construit des infrastructures, là, tous les projets qu'on fait, il y a des dépassements de coûts, il y a des dépassements de délais aussi sur tous les projets. Puis moi, je pense que, sincèrement, les Québécois sont rendus tellement cyniques par rapport à tellement de nos institutions. On parle du système de santé, on rit. On parle du système de justice, on rit. On parle du système d'éducation, on est mort de rire. On parle des infrastructures, le tunnel va coûter le triple, on le sait, puis il coûte le triple. Transformation numérique, t'as oublié? Transformation numérique, aïe aïe. Je veux dire, c'est dommage parce que j'adore notre État québécois, je trouve qu'on a des belles réalisations, mais on finit par être tellement cynique parce qu'il n'y a rien qui fonctionne comme du monde. Je souhaite, sincèrement, que la CAQ ne se plante pas dans celle-là. Tout savoir en 24 minutes.
Évidemment, ça continue de gronder du côté de Québec solidaire. Ce matin, c'est une lettre parue tout d'abord dans le journal La Presse qui rapporte les propos de 40 signataires, 40 ex-membres, ex-candidats de Québec solidaire, avec évidemment Mme Catherine Dorion étant la plus connue parmi ceux-ci, qui dénoncent le pragmatisme que Gabriel Nadeau-Dubois veut employer, disent que c'est un éteignoir, veulent que le parti garde leur âme dans des termes qui sont très Québec solidaire, on va le dire comme ça, sans que ce soit négatif, mais on parle du fait que l'idée, c'était que Québec solidaire va finir par accéder au pouvoir, mais pas en suivant les règles habituelles, en étant différent, menant un mouvement citoyen, une mobilisation des gens. Et là, plus tôt aujourd'hui, en entrevue, entre autres, l'ancienne candidate, Caroline Cac, a été plus nuancée quand même, a expliqué que les membres de Québec solidaire, peu importe lesquels, veulent que le parti gouverne. L'objectif, c'est quand même de gagner. C'est la manière de s'y rendre qui fait dissension en ce moment. Remet pas en question le leadership de Gabriel Nadeau-Dubois. C'est ce qu'elle dit. Trouve que c'est un excellent parlementaire, mais qu'il doit écouter les membres du parti. Du côté de Manon Massé, l'ancienne co-porte-parole, elle trouve que c'est un débat sain qui est lancé par Gabriel Nadeau-Dubois, puis que c'est réconciliable tout ça et que tout le monde va être capable de se parler puis de rentrer dans les rangs par la suite. Est-ce que c'est un vœu pieux ou ça peut vraiment se réaliser? C'est quand même toute une claque ce matin de voir ça puis de pouvoir lire cette lettre. Tout savoir en 24 minutes. Est-ce que c'est la fin de la saga des pleins de marde, le plein de marde gate, comme on peut l'appeler? J'ai du plaisir chaque fois que je le prononce en ondes. Je me sens comme un enfant qui dit des mauvais mots et qui trouve ça drôle. Francis Drouin, je rappelle, député franco-ontarien, traité des chercheurs qui étaient venus devant la commission des langues officielles et les a traités de plein de marde alors qu'ils exposaient des faits statistiques sur le français et l'éducation. Et là, aujourd'hui, 3 finalement, jours plus tard, je pense. On est rendu à presque 3 jours plus tard, a présenté finalement des excuses officielles au comité Isabelle. Il est à peu près temps, on s'entend. Et puis, là, aussitôt dit, aussitôt la charge des oppositions s'est poursuivie du côté du Bloc, tout comme du Parti conservateur. On veut qu'il démissionne du comité des langues officielles. On veut qu'il démissionne de sa présidence à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Fait que ça peut l'air d'éteindre la grogne. Surtout que, c'est sûr, tes excuses passent moins bien quand au bout de plusieurs jours, que tu persistes tes signes pendant 2 jours, que le premier ministre il en a même rajouté, là. Il en a rajouté. Ouais, il a dit que c'était la machine il peut plus représenter du Québec. Il peut plus être sur le comité parlementaire de la francophonie, à mon avis. C'est ce qui est dit d'un peu partout. Et donc, vraiment, c'est peut-être pas la fin de la saga. Là. Lui pensait peut-être éteindre tout ça aujourd'hui, mais ça fait encore gronder puis pas à peu près un peu partout. Économie. C'est enfin fait après des années et des années de négociations. Voilà que le fédéral est arrivé enfin à une entente pour racheter le pont de Québec. Parce que c'est un dossier, ça, qui dure depuis tellement longtemps. Oui, qui dure depuis tellement longtemps. Je rappelle que dans la campagne électorale qui les a portés au pouvoir en 2015, les libéraux au fédéral avaient dit qu'ils régleraient le dossier du pont de Québec avant le 30 juin 2016. Ça vient d'être réglé en 2024, mais c'est pas grave. Au moins, c'est fait de ce côté-là. Parce que, je rappelle, le pont de Québec devait être acheté par le fédéral depuis longtemps. Parce que le CN, le Canadien national, compagnie de chemin de fer, possède le pont depuis 1993. Mais là, on doit le racheter, on doit le reprendre du côté du fédéral. Et là, on négocie depuis des années. Et pour l'instant, puis moi, c'est surtout là-dessus que j'accroche. On ne sait pas c'est quoi le montant. J'allais te le demander, on sait-tu pour combien? On ne sait pas pour combien, mais je te dis, par exemple, le dernier chiffre. À l'automne 2020, dans le rapport du négociateur fédéral, on disait que sur 25 ans, ça allait coûter peinture, entretien d'infrastructure, sur 25 ans, 784 millions de dollars. Mais ça, c'est en 2020. Ouais. Je rappelle que depuis 2020, il y a eu une pandémie. Flambée des coûts. Explosion de tous les coûts, des matériaux, de la main-d'œuvre. Honnêtement, ça doit avoir décuplé. Ce montant-là doit être beaucoup plus gros maintenant, mais on ne l'a pas révélé pour l'instant. On se félicite quand même en disant que c'est une excellente nouvelle du côté du fédéral qu'on soit enfin arrivé à une entente de ce côté-là. Mais bon, c'est quand même... ça risque de coûter cher aussi, ce projet. Maintenant, c'est tout le temps ça. Il n'y a plus rien qui se fait à petits coups. Le pont de l'île d'Orléans, là, on parlait d'infrastructure il y a quelques instants. Ouais. On a révélé la facture, puis tout le monde a fait comme... C'est comme 400 000 $ par habitant de l'île d'Orléans à peu près que ça va coûter. Exact. On n'a pas le choix en même temps. On va pas les faire se téléporter d'un bout à l'autre ou franchir le fleuve en catapulte. Là. On s'entend que ça prend un pont, mais à quel prix?
Maintenant, les coûts sont rendus complètement débiles. L'inflation, tu sais que tu t'en préoccupes beaucoup à l'épicerie, mais maudit que ça frappe dans nos projets d'infrastructure aussi. Tu as tellement raison. Le Monde. C'était aujourd'hui le contre-interrogatoire de Stormy Daniels au procès de Donald Trump. Je rappelle les faits. Ancienne star du X qui est en cours et témoignait plus tôt cette semaine de la relation sexuelle qu'elle aurait eue avec M. Trump, qui est démenti, bien évidemment, par le principal intéressé, mais qui est quand même au cœur de toute cette affaire-là. Démenti, mais il n'est pas crédible là-dessus. Là. Je pense qu'elle est très crédible, je trouve, dans son témoignage. Oui, puis elle est restée... Avec moult détails. Oui, avec moult détails, parce que je rappelle, c'est un paiement de 130 000 $ qui a été fait là, pendant la campagne électorale de 2016 là, par interposition de l'avocat de M. Trump, un paiement qui a été camouflé par sa propre société là, comme un paiement de quoi que ce soit d'autre. Et finalement, ça... C'est là pour ça qu'il y a fraude. C'est pour ça qu'il y a fraude. En plus, il y aurait... C'est comme de la tromperie aux yeux des électeurs aussi, là, de camoufler ce genre de choses-là. Et c'est pourquoi il est devant un procès pénal actuellement. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, les avocats de M. Trump allaient frapper fort là, auprès de Mme Daniels. Est-ce qu'ils l'ont ébranlé, Alex? Ben, ce sont, c'est l'avocate, entre autres, une des avocates de M. Trump, Susan Nichols, qui, elle, s'est attaquée beaucoup à la crédibilité de Mme Daniels. Puis c'est des attaques assez fortes. Merci. On dit que Stormy Daniels est restée assez solide, merci, face aux assauts. C'était quand même, là, on l'a accusé de vouloir s'enrichir avec cette histoire-là, que comme elle a tout raconté dans un livre, c'est vrai, qui a été publié quand même, là, qui s'appelle Full Disclosure, divulgation totale, qui aurait rapporté un peu moins d'1 million de dollars quand même en revenus. Puis là, on l'a dépeint comme une femme avide d'argent, qui cherchait par tous les moyens de se faire du cash avec cette histoire-là, une histoire fausse, qu'elle aurait voulu nuire politiquement à M. Trump, mais comme tu le dis, restez solide. Là. Elle a dit, moi j'ai écrit mon histoire, puis c'était le meilleur moyen de me protéger puis de protéger ma famille. Je l'ai écrit dans un livre bien avant ce procès-là, justement. Là, on l'a attaqué aussi, puis j'ai trouvé ça ahurissant. Là, c'est une ligne, je vais te la lire au mot à mot de l'avocate. Vous avez aussi joué et réalisé plus de 150 films pornographiques. Donc, vous avez beaucoup d'expérience dans l'art de rendre réelles des relations sexuelles bidons. Et là, Mme Daniels de répondre, celle-là, je n'ai pas eu besoin de l'écrire. Donc, c'est des belles passes d'armes quand même qui se sont échangées aujourd'hui. Puis selon la presse qui était présente sur place, on dit que Mme Daniels est sortie sans adresser le regard à Trump. L'air fier, donc... somme toute, c'est difficile, on se comprend d'être contre-interrogé dans un procès, encore plus quand c'est le procès le plus visionné sur la planète Terre au grand complet. Mais bon, on verra qu'est-ce qui va se passer là, par la suite dans ce procès-là. M. Trump là, qui a passé la journée, encore une fois, bien évidemment, à dénoncer un faux procès, puis une chasse aux sorcières, puis tous les termes qu'on lui connaît autour de tout ça. Reste à voir pour la suite. Le Monde. Et malheureusement, du côté du conflit israélo-palestinien, les espoirs là, de voir une trêve commencent à s'amenuiser là, suite à des propos tenus par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui réagissait à cette fronde, on va le dire, des États-Unis, ce message envoyé, là, les États-Unis qui ont décidé d'arrêter de livrer des armes à Israël, là, suspendu des livraisons de bombes, entre autres. Et le premier ministre israélien, lui, est resté de marbre en disant que s'il faut, Israël combattra seul et jusqu'à la fin, même si on doit se battre avec nos ongles. Donc, des termes assez durs. Merci, lui qui dit vouloir maintenir le cap, faire un assaut terrestre là, sur Rafah, cette ville où s'entassent là, quelque chose comme 1,4 million de réfugiés palestiniens, des gens qui sont sans eau, sans nourriture, qui sont déplacés là, depuis des mois, 7 mois maintenant de bombardements israéliens intenses sur l'enclave palestinienne, qui est bien évidemment un assaut en réponse aux atroces attentats du 7 octobre dernier. Bref, ça semble vraiment pas aller dans une bonne direction. Là, je t'avoue, Isabelle, j'ai entendu les propos tout à l'heure, j'ai fait, ils ont beau essayer de négocier une trêve en ce moment, les Israéliens n'ont pas l'air de vouloir en démordre du tout. C'est assez triste à voir. Et Netanyahou, il a la position dure. Il l'a dit qu'il ne démordrait pas, puis c'est cette ligne qui tient jusqu'à maintenant. Mais je trouve que c'est difficile maintenant de maintenir ça. Oui, c'est difficile d'être du côté d'Israël aujourd'hui, même si tu as l'impression qu'il y a eu que des deux côtés. D'un point de vue extérieur, je pense qu'aujourd'hui, tu as juste envie de dire il faut absolument cette trêve. Mais il la faut absolument, puis quand la pression vient de tous les alliés d'Israël... Parce que sinon, ça a vraiment des allures de génocide. Oui, puis je veux dire, c'est pas...
Les États-Unis ont vraiment attendu avant de devenir plus durs là-dessus. Si les États-Unis, puis on se comprend, il y a des observateurs de la CIA qui sont sur place, eux le disent, là, regarde, ça n'a plus d'allure, il faut vraiment que ça arrête. Et Israël décide d'en faire fi puis de continuer seul. Ils vont se ramasser seuls. Ils vont se retrouver seuls. C'est ce qui risque d'arriver malheureusement à cette étape-ci. Donc, bien triste déclaration du premier ministre israélien. Eh bien voilà, alors tout savoir en 24 minutes, mais c'est encore mission accomplie.